Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire intitulé La digitalisation des produits d'épargne et des outils d'aide à la décision d'investissement. Merci à nos invités, et Antoine Ferraillan, directeur de l'activité de MoneyOne du groupe La Française, Nabil Mama, dirigeant des clés, et Emric Pénicaud, dirigeant des prêts à cœur. Et Bonjour. bonjour à tous les trois et merci de nous accompagner aujourd'hui. Et nous allons commencer par Antoine Ferraya, directeur de l'activité de MoneyOne. Et comment MoneyOne rend l'épargne plus accessible aux consommateurs et quels sont les profils de vos clients? Ok, alors bonjour à tous. Merci à Finance Innovation de nous permettre de venir s'exprimer aujourd'hui. Donc, avant de répondre à la question, je vais resituer qui est MoneyOne et ce que l'on fait. Donc, MoneyOne est une marque d'un asset manager français qui s'appelle La Française. Et c'est une marque de distribution de produits d'épargne en ligne. On a aujourd'hui 28 000 clients et on gère 1,7 milliard d'encours sous gestion. Donc, vous l'avez dit, on est aujourd'hui un acteur online. Donc, l'objectif est de venir démocratiser ces produits d'épargne. Et donc, comment on fait pour les démocratiser? C'est assez complexe malgré tout parce qu'on parle de produits qui sont difficilement compréhensibles pour le commun des mortels. Donc, il y a quand même pas mal de choses à aborder dans cette démocratisation d'épargne. Mais si on peut retenir 3 points que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est premièrement répondre au code du e-commerce. MoneyOne est un site web, donc on se doit de répondre au code du e-commerce. Et un de ces premiers codes, c'est sur la répartition, je dirais, de la chaîne de valeur. Je vais m'expliquer. MoneyOne dépend d'un asset manager qui crée des produits et qui a pour habitude de les distribuer à travers des réseaux, à travers des family office ou autres. MoneyOne vient justement, entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, c'est le mot à la mode, disrupter cette chaîne de distribution et on vient directement s'adresser aux clients finaux. Donc, il y a une répartition de cette chaîne de valeur et comme on met à contribution nos clients dans l'acte d'achat, MoneyOne décide justement d'avoir une attractivité par le prix au niveau de ses produits et c'est en cela qu'on répond au mode de consommation du e-commerce. Le grand public aujourd'hui, quand il va acheter une télé, une paire de baskets, n'importe quel produit, se rend en magasin, regarde le produit et ensuite se rend sur Internet pour voir s'il ne va pas trouver ce même produit moins cher ailleurs. Eh bien, c'est en cela que MoneyOne vient répondre au code du e-commerce, puisque on va restituer une partie de la marge de nos produits directement à nos clients finaux. Alors, très concrètement, on rend 2% des frais de gestion sur notre marge. Alors, 2%, ça peut vous paraître anecdotique, mais sur des produits comme la SCPI, on parle pour certains produits d'une demi-année de rendement. Donc, in fine, c'est assez loin d'être anecdotique pour l'ensemble de nos clients. Donc, répondre au code du e-commerce à travers une attractivité par le prix, ça, c'est essentiel. On est aujourd'hui les seuls à le faire et c'est ce en quoi on vient se démarquer par rapport à nos concurrents. Et on assume justement ce décalage de prix et le fait de restituer une partie de notre marge à nos clients. Ça fait partie de notre ADN. Ça rentre dans le schéma de la démocratisation de l'épargne parce que cette démocratisation peut être faite soit par le prix, l'accessibilité du prix pour nos clients, donc avec une restitution de ces frais de gestion, et également à travers des produits qui sont accessibles financièrement parlant au plus grand nombre, et ça, j'y reviendrai par la suite. Deuxièmement, c'est s'adresser à nos clients de la manière la plus intelligible possible. On a des produits qui sont d'ailleurs jugés par nos autorités de contrôle comme complexes, donc il faut arriver à les rendre les plus intelligibles possibles et compréhensibles au plus grand nombre. Je reprends pour exemple Warren Buffett, je pense que vous connaissez. Lui nous dit « Je n'investis uniquement
en quoi sur le produit que je suis capable de comprendre de A à Z. Eh bien, on s'applique cette philosophie. Il faut qu'on rende nos produits les plus simples possibles et les plus intelligibles possibles. Alors, ça se fait par un wording qui est adapté. On va justement changer et casser un petit peu les codes de du wording purement financier en venant s'exprimer de la manière la plus simple possible. Et c'est également à travers des outils de simulation qui peuvent aider nos clients à comprendre au mieux les produits, puisque la SCPI est un produit qui se distribue de multiples, enfin qui s'achète de multiples manières. Et justement, nos outils de simulation viennent aider les sachants comme les plus néophytes sur nos produits à mieux appréhender les produits et comment ils fonctionnent. Donc, pour résumer, on a vraiment deux biais. Un biais qui est une attractivité par le prix pour venir répondre à ces codes du e-commerce. Et deuxièmement, un wording et des outils simplifiés pour aider nos clients à venir s'exposer sur nos produits. En petite parenthèse, et n'hésitez pas à ceux qui nous écoutent de nous écrire vos questions dans la section des questions. Nous allons y revenir après. Antoine, quelle a été la situation de l'épargne digitale, notamment de la pierre papier durant les 6 derniers mois, où les services numériques, l'Internet, ont été plus sollicités qu'avant? Alors, évidemment, la crise sanitaire a rendu le mode de travail et le digital essentiel. Alors, nous, MoneyOne, la marque existe depuis 2016. Donc, je dirais qu'on n'a pas noté de flux plus important durant cette crise du Covid, du fait qu'on a toute l'antériorité commerciale avec nos clients et que nos clients nous connaissent uniquement à travers le web. Par contre, ce que l'on peut mettre en avant, c'est que le groupe La Française s'est servi de l'expérience de MoneyOne pour venir plugger cette solution digitale à leurs clients historiques, je dirais classiques, sans utilisation du web. Donc pour le groupe La Française, oui, il y a eu un recours qui a été plus important sur la partie digitale par rapport à une période normale. Pour répondre à votre question, comment s'est comportée l'épargne digitale durant cette période-là? Eh bien, l'épargne digitale n'a pas fait exception par rapport à l'épargne classique. On a connu un mois de janvier et un mois de février qui étaient en phase avec le lancement de notre marque et de notre nouvelle plateforme MoneyOne. Donc, on a eu un mois de janvier et un mois de février qui étaient extrêmement corrects. Par contre, on a eu un impact direct dès le mois de mars et lié à cet épisode du Covid-19. Ça me fait penser que je n'ai pas répondu à votre question préalable, quel était le profil de nos clients, mais elle a un lien avec justement votre seconde question. Nous, nos clients, ils sont en deux catégories. Il y a les sachants qui connaissent les produits et qui viennent, par effet d'aubaine sur le prix, venir chercher l'expertise chez MoneyOne parce qu'ils savent qu'en termes de prix, on est les mieux-disants du marché. Et il y a également toute une partie de néophytes, de clients que nous avons envie de conquérir. Et si je regarde la typologie type de nos clients depuis 2016 à 2020, et surtout en termes de tranche d'âge, les 25-35 ans en 2016 représentaient 2%, ils représentent aujourd'hui 6% de notre clientèle. Et les 35-45 ans sont passés de 5% à 15%. Donc on voit que en ayant de la pédagogie et en ayant des outils adaptés et en étant le plus intelligible possible, on arrive à conquérir les plus jeunes à venir s'exposer sur des produits d'épargne. Parenthèse étant faite, je réponds sur comment s'est comporté le marché de l'épargne depuis 6 mois. Vous avez une fois de plus deux catégories de personnes, les sachants qui se disent que l'immobilier, et d'ailleurs ils ont raison puisqu'elle sera la classe d'actifs la moins impactée de 2020 suite à cette crise, donc ils viennent s'exposer, ils continuent à venir s'exposer sur des produits type SCPI.
Et après, il y a les néophytes qui, eux, se disent eh bien, je suis dans une situation où l'économie ne va pas très bien, je ne suis pas certain de garder mon emploi, donc je ne vais pas venir m'exposer de manière immédiate à des produits d'épargne. Et donc, on a noté un ralentissement de la collecte sur vraiment très marqué mars, avril, mai. Et on a depuis l'été une réaugmentation, je dirais, du volume de souscription sur MoneyOne et sur l'épargne digitale de manière globale. Et pour vous, quelles seraient les conditions à créer pour démocratiser encore plus ces nouvelles formes d'épargne en ligne et pour promouvoir ainsi un investissement plus responsable aussi et après une deuxième question et dans la même question et quelles seraient aussi vos perspectives du marché des SCPI dans les mois suivants? D'accord. Alors, pour la première question, les démarches que l'on doit avoir dans la démocratisation de l'épargne, en premier lieu, c'est de faire rentrer l'épargne comme un bien de consommation, je dirais, classique. Aujourd'hui, lorsque vous venez acheter une voiture, une télé, je reprends l'exemple des paires de baskets, vous avez un achat immédiat et vous jouissez de cet achat de manière immédiate. Je pense que l'épargne doit être repositionnée, doit être consommée comme un bien de consommation classique. Et donc là, il y a un gros travail de transparisation, de simplification des produits et de compréhension des produits qui doit être faite par l'industrie. Et MoneyOne y travaille de manière quotidienne. Puisqu'il faut, aujourd'hui, quand vous venez consommer un produit d'épargne, bon, bah, vous n'allez pas. Vous achetez une voiture, vous rentrez chez vous le soir, vous allez ouvrir une bouteille de champagne, vous achetez une part de SCPI ou une assurance vie en ligne. Je ne sais pas si vous allez avoir la même attitude en rentrant chez vous le soir. Par contre, le fruit de cette épargne vous permettra eh bien, d'avoir un besoin épicurien dans le futur. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre au plus grand nombre parce que, eh bien, quand on prend l'exemple d'une personne qui a investi dès son plus jeune âge et qu'on prend la même personne qui n'a pas investi un peu plus tard, eh bien, la personne qui se sera exposée à l'épargne eh bien, sera de facto plus riche dans le futur que la personne qui n'aurait pas forcément épargné. C'est comme acheter son appartement. Vous achetez votre appartement, vous allez capitaliser sur votre crédit, vous allez le revendre dans 10 ans, eh bien, vous aurez capitalisé sur le crédit, vous aurez peut-être fait même une petite plus-value. C'est exactement pareil avec la SCPI. Et donc, celui qui reste locataire pendant 10 ans, eh bien de fait, entre guillemets, moins bien loti que celui qui a pu s'exposer et celui qui a pu acheter à terme. Nous, chez MoneyOne, même si on essaye de simplifier l'acte d'achat de la manière la plus simple possible, on a quand même des produits qui sont soumis à réglementation et on est régi par l'autorité des marchés financiers. On en est content parce que, in fine, la réglementation va dans le sens de l'investisseur final et on s'en félicite. Maintenant, nous, même en essayant de le simplifier, on s'aperçoit bien qu'un acte d'achat prend entre 30 et 40 minutes. Donc, ce n'est pas anodin. On ne va pas sur Amazon, on ne choisit pas un produit, on ne rentre pas sa carte bleue, clac, et hop, c'est acheté et c'est livré dans 2 jours. Là, on est sur un processus qui va durer 30 à 40 minutes. Donc, dans la voie de la démocratisation, nous, secrètement, on rêve et on y travaille de la carte vitale de l'épargnant, c'est-à-dire que vous avez on l'imagine tel quel, hein, un numéro qui vous permette de vous identifier sur n'importe quel site d'épargne en ligne, chez n'importe quelle banque, et qui puisse instantanément venir eh bien, vous reconnaître et vous classifier en termes de ranking risque et de fait euh, vous proposer les produits les plus adaptés à votre profil que vous pourriez avoir à faire aujourd'hui sur un site d'épargne en ligne. Donc, c'est le rendre une fois de plus un petit peu plus accessible dans l'acte d'achat.
Deuxièmement, et ça on le rentre dès le mois de janvier au sein de la française et bien évidemment sur moneyone.fr, c'est rendre accessible encore plus accessibles nos produits par le prix. Si on veut démocratiser, il faut qu'on puisse s'adresser au plus grand nombre. Et s'adresser au plus grand nombre, ça passe également par une attractivité, je dirais, par l'affichage du prix. Malgré que nos produits soient relativement accessibles, notre premier produit est accessible dès 257 euros, on a des produits qui se vendent à 5 000 euros la part. Eh bien, 5 000 euros la part, tous les épargnants ne peuvent pas s'exposer à ces niveaux de prix-là. Donc, nous, notre rôle, c'est de se dire comment les rendre accessibles au plus grand nombre. Et on va, dès le début de l'année 2021, les rendre accessibles puisque vous pourrez investir en montant, c'est-à-dire que grossièrement, on va venir décimaliser les prix de part de SCPI pour que les personnes ayant un pouvoir d'achat moins important puissent venir s'exposer à ce type de produit-là et être rémunérés au même titre que ceux qui peuvent s'exposer à hauteur de 5 000 euros. Aujourd'hui, l'épargne est encore méconnue parce qu'il y a, à notre sens, une mauvaise compréhension des produits. Le grand public se dit « je ne suis pas éligible à ce type de produit-là parce que je ne les comprends pas, parce que les produits sont réservés aux plus riches, etc. » Donc, la démocratisation, ça passe également par là. Et notre rôle est de venir de rendre accessible ce type de produit-là au plus grand nombre. Donc, voilà comment on va, je dirais, dans les mois et les années à venir, comment essayer de rendre l'épargne encore plus accessible et la démocratiser au plus grand nombre. Et pour répondre à votre seconde question, les perspectives du marché de la SCPI sur les années à venir, écoutez, il y a deux façons de l'appréhender. Il y a remettre le produit dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. On est dans un contexte de taux très bas, et vous le voyez aujourd'hui. Nous, notre combat, c'est les livrets A, par exemple, même si c'est un produit qui n'est pas garanti en capital et qui n'offre pas la liquidité d'un livret A. On trouve dommage aujourd'hui que un père de famille qui vient d'être papa puisse ouvrir un livret et déposer 100 euros dessus pour être rémunéré à 0,50, c'est-à-dire qu'il perd de l'argent aujourd'hui, au regard de l'inflation. Quand on est rémunéré sur le livret A, on perd de l'argent. Donc, on pense que la SCPI, dans le contexte de Toba, a toutes ses cartes à jouer parce qu'elle répond à énormément de problématiques patrimoniales pour des personnes physiques, pour des personnes morales. Même pour les plus fiscalisés, on a des solutions qui permettent de venir exposer nos produits sur des pays européens et diminuer la fiscalité des revenus fonciers. Donc là, une fois de plus, ça répond à la problématique de la personne qui est fortement fiscalisée. Donc, on pense, et en tout cas, c'est le discours que l'on a vis-à-vis de nos clients, que la SCPI a fortement un rôle à jouer dans une allocation d'actifs, que ce soit en assurance vie ou en pleine propriété. La SCPI a un rôle à jouer dans un schéma patrimonial pour des personnes physiques comme pour des personnes morales. Après, le produit en tant que tel, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur la SCPI depuis la crise du Covid. C'est la fin du bureau. Les grandes entreprises vont laisser l'ensemble de leurs salariés chez eux. Et du coup, les gestionnaires d'immobilier de bureau vont se retrouver le bec dans l'eau sans avoir de locataires. Alors, je ne vais pas vous faire une grande démonstration, mais il y a vraiment 2-3 choses à bien garder en tête. Nos clients et nos locataires, il y a un bail. Donc, tous les baux de nos locataires ne s'arrêtent pas au mois de mars 2020. Il y a des contrats, donc ces baux, ils courent à 3, 6, 9 ans. Donc, de fait, l'ensemble de nos locataires ne se retrouvent pas en fin de bail sur l'année 2020. Il y a également la qualité de nos locataires. Aujourd'hui, la Française est un des asset managers le moins exposé au commerce. Donc, nos locataires sont des grosses entreprises, Prime, Bouygues, Total, etc. Et donc, ces entreprises, aujourd'hui, ne sont pas concernées sur les reports de loyer. Et ensuite, le télétravail, et je terminerai là-dessus. Le télétravail, avant le télétravail, et ça, ce sont des chiffres qui sont nationaux, avant le télétravail, on avait à peu près 22% de télétravailleurs en France, 7% de réguliers et 15% d'occasionnels. Pendant la crise, on est monté à 27%. Donc, on est passé de 22 à 27%, ce qui n'est pas non plus un chiffre très important. Sur ces 27%, il y en avait 45% à Paris. Donc,
Paris, effectivement, est une exception par rapport au reste de la France. Et 3 mois après, quand on regarde aujourd'hui, eh bien, ces 27% sont passés à 15%. C'est-à-dire que c'est encore inférieur à l'avant-crise du Covid-19. Donc oui, il y aura toujours besoin de bureaux, oui, il y aura toujours des locataires dans nos produits, et oui, la SCPI continuera à exister après cette crise de Covid-19. Il y aura sûrement un travail à faire de la part des asset managers en termes de services vis-à-vis de nos locataires, et on s'y emploie dès aujourd'hui. C'est-à-dire que une entreprise qui a 10 étages, peut-être qu'elle en utilisera plus que 9, et l'étage restant, charge à nous de le transformer en flex office ou autre pour pouvoir combler justement ces étages qui peuvent être vacants dans les mois à venir. Donc, le marché de la SCPI et comment devrait se comporter la SCPI dans les mois à venir. Je le redis, c'est le produit qui aura le meilleur rendement, le meilleur couple rendement sur l'année 2020. Et c'est un produit qui, dans un contexte de taux bas, continuera à avoir de l'importance dans vos allocations d'actifs. Merci beaucoup Antoine Ferrayan, Merci à vous. directeur de MoneyOne, et Nabil et Maman, fondateur des clés. Et peut-être on va faire aussi comme on l'a fait avec Antoine, nous faire une petite présentation des clés, ses origines, et juste après on commencera avec les questions. Ça marche très bien. Bonjour à tous. Merci José, merci Finance Innovation de me permettre de participer à cette table ronde en ligne. Alors Clé, c'est tout simple. Clé a vocation à libérer le logement par le biais de l'immobilier à impact. Alors nous, on est parti des constats suivants. C'est que premièrement, 12 millions de Français souffrent de mal logement et que 20% des gaz à effet de serre produits par nos logements et que 20% des gaz à effet de serre sont produits par nos logements. Alors nous avons développé une innovation afin d'agir concrètement pour la transition sociale et écologique de l'habitat. Alors lorsqu'on parle de ça, forcément, c'est un peu éloigné on peut penser que c'est un peu éloigné de l'investissement, mais l'investissement, c'est un peu la locomotive de la transformation des sociétés. Aujourd'hui, si on a des sociétés telles que les nôtres, c'est parce que initialement, avant de créer un produit, un bien ou un service, il y a un investissement initial pour pouvoir créer ce produit, ce service. Et in fine, la locomotive de transformation de la société de manière positive, c'est l'investissement socialement responsable. Sauf que lorsque l'on observe les fonds d'investissement socialement responsables, moins de 2% d'entre eux, moins de 2% des encours de ces fonds sont investis dans de l'immobilier. L'immobilier de toute nature, ça part du commercial, tertiaire, hôtelier et encore moins résidentiel. Du coup, on a développé un produit, le micro-immobilier, qui est propulsé par la technologie blockchain et qui est commercialisé, distribué par notre plateforme Clé, afin de libérer donc le logement et de le rendre plus en phase avec son époque, déjà qu'il soit plus digital. La période de Covid l'a montré, il a été très difficile pour les gens de pouvoir penser déménagement, penser acquisition et achat immobilier, parce qu'il n'y avait pas de solution digitale proprement. Beaucoup de solutions se sont créées vraiment sur le coin de la table afin de permettre de continuer les interactions immobilières. Néanmoins, ça a été un effet révélateur très important sur la faible digitalisation du secteur immobilier. Et je rejoins du coup Antoine sur ce sujet-là et l'initiative proposée par MoneyOne de pouvoir digitaliser l'investissement en SCPI. Il faut transformer ces choses-là. Donc déjà, le micro-immobilier permet de mettre plus en face par la voie de digitalisation, mais surtout lui permet de s'adapter aux enjeux sociétaux qui lui fait face. Parce qu'on a beau penser, investir, préparer son avenir, préparer son patrimoine, mais si on ne prend pas en compte ces enjeux sociétaux, in fine, il est potentiellement une probabilité que tout ce patrimoine partira en néant devant les urgences, qui soient climatiques ou sociales, que l'on fait face dans le futur. Alors, qu'est-ce que c'est que le micro-immobilier? Pour entrer dans le détail, très simplement, c'est de l'immobilier atomique. C'est la fraction en fait d'un logement qui est représentée numériquement par des tokens. Donc, ce sont des jetons numériques. L'usage de ces tokens est régi par des contrats intelligents qui vont automatiser, sécuriser et rendre transparent l'ensemble des interactions entre les parties prenantes du logement. On crée de la création, un partage de valeur, on crée une forme d'écosystème de confiance conventionné pour que ces échanges se fassent de la manière la plus fluide, la plus transparente et sécurisée possible. Le micro-immobilier s'achète soit pour se loger, soit pour investir, et ce dernier est invariable. C'est-à-dire que son prix est figé à sa valeur nominale afin de protéger à la fois l'investisseur occupant, donc celui qui va acheter pour se loger, et l'investisseur non occupant contre la spéculation immobilière.
Notre plateforme elle est composée de 2 marchés où se retrouvent les investisseurs occupants qui souhaitent se loger et les investisseurs non occupants qui souhaitent uniquement investir. Ces derniers auront accès à un marché primaire au sein duquel se fera l'acquisition collective des logements à travers des levées de fonds et sur le marché secondaire au sein duquel ils auront la possibilité d'échanger, de vendre ou d'échanger du micro-immobilier. Alors globalement, lorsqu'on achète du micro-immobilier pour se loger, on devient locataire et micro-propriétaire du logement, d'un logement en fait à loyer abordable et éco-responsable. On occupe la totalité du logement et on paie un loyer sur ce qu'on ne possède pas. Donc si vous avez acheté 10%, vous paierez un loyer qui est sur les 90% restants. Et en même temps, on a un service. On gagne l'opportunité de réaliser une accession progressive à la propriété sans dette, en achetant à son rythme l'ensemble du micro-immobilier que compose son logement. Passer de 10 à 12 à 15 jusqu'à atteindre la pleine propriété si c'est son souhait. On peut donc penser son épargne et son patrimoine comme un épargnant et non pas hypothéquer son épargne du futur pour accéder à la propriété. Bien que la résidence principale est le meilleur investissement qu'un ménage peut réaliser, parce que c'est il faut le dire très clairement, une très forte niche fiscale. Néanmoins, hypothéquer son épargne du futur pour pouvoir le focaliser, le concentrer dans une seule et même classe d'actifs n'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Et du coup, nous avons pensé, nous, un mécanisme d'épargner pour épargner sous son toit, un peu comme l'adage disait, mettre son argent sous son matelas, et bien là, on met son argent sous son toit. En achetant du micro-immobilier pour investir, par contre, on devient là investisseur non occupant. On accède en fait à une solution clé en main, donc là c'est le cas de le dire avec le nom de la société, d'investissement immobilier à impact social et environnemental, qui offre un revenu sécurisé car soutenu par un actif immobilier, sélectionné et valorisé par clé. C'est ça notre solution. Et globalement, on crée de la valeur partagée, de la valeur économique qui est partagée, mais aussi de la valeur sociale, de la valeur environnementale qui est partagée entre investisseurs, ménages, collectivités, en somme, l'ensemble des parties prenantes qui font l'habitat. Et Nabil, clé, dans une offre digitale d'investissement immobilier impact, qu'est-ce que cela signifie? Comment rendez-vous l'immobilier accessible et plus concrètement? Et même si tu l'as déjà évoqué un petit peu, vous l'avez déjà évoqué un petit peu, quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de ce type de services? Alors concrètement, en fait, l'immobilier à impact, c'est une sous-catégorie, une version de l'investissement socialement responsable. Alors, qu'est-ce que c'est que l'investissement socialement responsable? C'est la volonté de conjuguer finance et développement durable dans un contexte notamment de crise environnementale et sociale et mondiale. Il y a différentes manières d'avoir une approche d'investissement responsable. Soit on a une approche négative, c'est-à-dire qu'on fait de l'exclusion normative, par exemple, sur des lois, des conventions internationales qui définissent en gros globalement sur quoi on ne va pas investir, soit l'exclusion sectorielle, par exemple le fait de ne pas vouloir investir dans des entreprises qui ont une part significative de leur chiffre d'affaires issue de l'extraction de ressources fossiles, par exemple. Mais on a aussi des approches qui sont positives, ce qu'on appelle les thématiques qui sont ESG. Et l'idée, c'est d'englober dans ces thématiques des caractéristiques, des critères extra-financiers liés à l'environnement, notamment l'empreinte carbone, la consommation d'énergie, des critères sociaux sur notamment par exemple la parité homme-femme, notamment sur les organes de gouvernance. En parlant de gouvernance, notamment le fait d'avoir des politiques anticorruption, l'ouverture des actionnaires minoritaires, etc. Donc ça, ce sont des stratégies un petit peu IR, d'investissement responsable. Après, on a l'ISR de conviction. C'est vraiment la vocation de favoriser une économie responsable et durable en axant la construction de son portefeuille sur des critères extra-financiers et des thèmes de développement durable. Là, ressort des stratégies qu'on appelle best in class, qui consistent notamment à sélectionner des entreprises qui ont les meilleures notes ESG. Lorsque le scoring est effectué, on va aller plutôt vers ceux qui sont les meilleurs. Ou bien ceux qui font les meilleurs efforts. Donc, aller dans des secteurs. Donc là, ça va un petit peu un peu, on va dire, en contradiction, on va dire, avec le mécanisme d'exclusion, c'est plutôt d'aller voir les entreprises qui, du coup, doivent faire les meilleurs efforts pour pouvoir faire pivoter leur business model. Je prends le cas, par exemple, de Total, qui vont aller plus dans des énergies renouvelables, pouvoir les soutenir financièrement afin de faire en sorte que ces secteurs-là soient des acteurs également de la transition et du changement. À cela, il y a, du coup, dans ces spécificités, une spécificité de faire évoluer l'ISR à destination de l'impact investing, l'investissement à impact positif, qui consiste en une stratégie d'investissement qui est de viser un rendement raisonnable en générant un impact social et ou environnemental positif qui puisse être mesuré par des KPI. Les acteurs réalisant en fait de l'impact investing
sont alors en capacité de démontrer leur impact social et environnemental, notamment avec une vocation d'atteindre des objectifs. Ces objectifs-là, de manière générale, dans le domaine de l'impact investing, sont focalisés sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Mais l'idée, c'est de savoir concrètement que pour 1 € investi, il y a 1 €, enfin une externalité positive qui peut être mesurée, qui est mesurable et qui peut être mesurée afin de pouvoir viser un objectif donné. Et c'est ce que l'on fait nous avec Clay, parce que nous avons la capacité, par le biais de cette granularité, cette atomicité, qui en fait justement aussi un immobilier qui est accessible, de mesurer des KPI sociaux, notamment parce qu'on permet de lutter contre le mal logement en fournissant des logements qui sont dignes, à loyer abordable, en permettant également de faciliter l'accession sociale et progressive à la propriété des classes sociales ou des catégories socio-professionnelles qui ont plus de difficultés que les autres à accéder à des logements ou accéder à la propriété. Et dernier point, d'un point de vue social encore, la capacité de pouvoir limiter la gentrification, phénomène de société qui impacte la majorité des sociétés développées. En l'occurrence, qui peut bénéficier de nos solutions, de nos services? Eh bien, c'est une solution qui est inclusive. C'est-à-dire que nous l'avons designée de telle sorte qu'elle puisse être euh, euh, adaptée à une catégorie de population qui a du coup moins accès à des services d'accès à la propriété, des crédits immobiliers pour être précis, mais également ceux qui n'ont pas accès à des solutions patrimoniales ou d'inclusion financière. Donc, nous l'avons designé de ce sens-là, afin de s'adapter à cette population-là. Néanmoins, cela reste inclusif dans le sens où une personne qui souhaite, par le biais de son patrimoine qui est peut-être plus constitué qu'un autre, pouvoir décider d'investir dans l'immobilier, qui est quand même la classe d'actifs préférée des Français, mais de manière à fournir un impact, qui soit social ou environnemental, sur l'impact environnemental, notamment en proposant à ces personnes-là d'investir dans des logements qui sont moins énergivores que les autres. Lorsque vous savez que plus de 1000 milliards d'euros ont été, en gros, de flux financiers, de flux monétaires ont été alloués à l'immobilier et que ces derniers sont principalement orientés à destination de logements qui sont énergivores, on ne va pas dans le sens de l'histoire qui est de lutter contre le réchauffement climatique et il faut pouvoir proposer des solutions de fléchage, de réorientation de flux monétaires et financiers à destination de logements, d'immobilier qui ont un plus faible impact sur l'environnement. L'impact aussi est de pouvoir aller bien au-delà de cela avec Clay, lorsqu'un logement nous est proposé sur notre plateforme, lorsqu'il est bon sur tout rapport, de pouvoir créer de la valeur verte en venant réhabiliter ces logements-là pour améliorer leur classe, la classe environnementale, la note environnementale de ce logement-là. Et le dernier point, ça vient boucler avec l'impact social, c'est encore une fois pour la population que nous ciblons, c'est qu'il ne peut pas bénéficier comme nous de solutions, j'imagine, pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui, qui font partie de notre audience, de solutions de télétravail, qui doivent se rendre dans leurs locaux, dans leur travail, le fait d'être gentrifié, d'être toujours d'être contraint par rapport à ses revenus, d'habiter en zone périurbaine ou loin de son bassin d'emploi, force de facto à l'utilisation de transports en commun ou bien privés qui sont de fait générateurs de gaz à effet de serre. Fournir du logement abordable près des bassins d'emploi permettra à ces populations-là de s'y loger plus près et donc de limiter leur usage des transports. C'est la cerise sur le gâteau, mais ça a un impact qui est mesurable et qui est mesuré par Clay et qui permet aussi d'avoir un impact écologique. Et concernant ma deuxième question et tu l'as aussi un petit peu parlé, et est-ce que ces marchés secondaires créés par Clé va rendre l'immobilier plus liquide? Et je me profite pour reprendre l'une des questions de Christophe Olivier du public. Comment gérez-vous les secondes marchés en termes de maintien de la valorisation du bien? Alors, Et c'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, le marché immobilier se caractérise par différents éléments structurels. Le premier, c'est qu'en fait, il y a des capitaux importants à engager afin de pouvoir s'exposer à l'immobilier résidentiel. Le ticket médian, il est de 162 000 € lorsqu'on parle d'investissement locatif en direct pour des personnes physiques. Mais lorsqu'on parle d'investissement pour des asset managers, c'est des tickets qui vont de plusieurs millions d'euros. Et du coup, ces tickets importants, ces capitaux importants à engager, limitent le nombre d'opérations envisageables pour les personnes qui souhaitent faire d'investissement immobilier. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des coûts de transaction immobilier qui sont importants, l'imposition des gains en capital.
qui sont supérieurs à ceux pratiqués sur les valeurs mobilières, ce qui constitue en fait un frein, notamment à la cession et donc à la liquidité du marché. Il y a également un manque de transparence sur le marché, en raison du nombre de transactions qui est limité et espacé dans le temps, et également aussi par l'absence d'un marché central. En effet, le marché immobilier, donc ça c'est le dernier point, c'est un marché qui est extrêmement hétérogène. Il y a l'immobilier résidentiel, commercial, de bureaux, administratif, hôtel, parking, terrain, etc. Ça fait beaucoup de micro-marchés qui limitent le nombre de transactions immobilières et donc ne permet pas d'assurer en fait une liquidité sur un marché maîtrisé. Le fait de pouvoir centraliser par le biais de clés en fait un micro-marché, qui est celui de l'immobilier résidentiel, notamment en zone tendue, là où on a le plus grand impact, permet déjà de pouvoir fournir une forme de liquidité en venant concentrer au sein d'une même plateforme des personnes qui sont intéressées par ce type d'actifs. On vient aussi réduire les capitaux engagés en permettant d'investir de manière atomique. Et cela, c'est un point qui est extrêmement important pour pouvoir en fait apporter liquidité sur ce marché. La valeur du micromobilier aussi, elle est fixée à sa valeur d'acquisition. Il n'y a pas d'imposition relative au capital et donc on limite le nombre de coûts de transaction immobilière. Par le biais aussi de notre montage technico-financier, nous avons aussi la capacité de pouvoir limiter les impositions liées sur ces échanges. Ensuite, le micromobilier est enregistré sur la technologie blockchain. C'est une technologie qui est fabuleuse et qui permet d'offrir transparence et sécurité sur les transactions. C'est-à-dire qu'on connaît les prix de transaction et on sait qui ces échanges et à quel moment. Mais aussi, on permet d'accompagner ce micromobilier par des conventions d'usage, des conventions d'échange, qui fait que toute la chaîne post-trade, donc celle qui est la plus longue finalement lorsqu'on fait une transaction immobilière, lorsqu'on s'est mis d'accord sur un prix, c'est toujours après que ça prend du temps. Et bien, toutes ces chaînes post-trade est déjà automatisée et du coup, ça facilite la transaction. Et pour les deux derniers points qui permettent du coup de faciliter cette liquidité et qui facilitent cette accessibilité, c'est qu'on intègre uniquement sur notre plateforme des logements répondant à un cahier des charges défini et qui assure la plus faible asymétrie dans notre plateforme clé, sur notre marché. Et du coup, qui dit faible asymétrie, dit capacité de pouvoir acheter une classe d'actifs qui est qui est en fait assez similaire d'un logement à un autre, et tout cela pour un rendement fixe, peu importe le logement, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus de discussion sur la cotation du prix, et notamment, il n'y a pas en gros, d'arbitrage sur un rendement qui est supérieur à un autre et qui, du coup, entraînerait de fait à nouveau une forme de levier et d'asymétrie sur les échanges sur le marché secondaire. Mais pour aller un petit peu plus loin sur la définition de ce que c'est que la liquidité d'un marché, on peut reprendre les caractéristiques définies par la banque centrale des banques centrales, en gros l'organe l'organe en fait le plus omniscient finalement au niveau des marchés financiers, qui a établi un cahier des charges sur ce qu'est un actif de haute qualité et de haute liquidité. C'est un actif qui a un faible risque. Les actifs qui comportent les moins de risques sont généralement les plus liquides, qui a une valorisation qui est aisée et sûre, qui a une faible corrélation avec les actifs à risque, qui a une cotation sur une place établie et reconnue, disposant d'un marché dynamique et de taille suffisante, avec une faible volatilité, et qui a un attrait de valeur refuge. Et sur l'ensemble de ces critères, vous l'aurez compris, l'immobilier répond à beaucoup de ces critères-là, mais par le biais de la plateforme clé, on vient compléter ce cahier des charges et ces critères pour faire du micromobilier un actif liquide et sécurisé. Après le confinement et la demande en logement et revenus, mais actuellement, c'est l'offre qui manque. Et dans le contexte du Covid, est-ce que aussi votre business a été impacté? Comment ça s'est développé pendant ces derniers mois? Et aussi pour conclure, et Nabil, quelles sont vos perspectives du marché immobilier résidentiel dans les prochains mois? Alors, premièrement, concernant l'impact du Covid, il a été finalement très positif pour Clay, pour la simple bonne raison que il y a une très forte prise de conscience générale, et je pense que tout le monde ici peut en témoigner, sur la notion et la responsabilité qu'ont les gens liées à leur épargne et à leurs investissements. Du coup, ça a été un petit peu une forte effervescence concernant l'investissement socialement responsable, le déploiement de nouvelles solutions. Il y a eu notamment le label ISR, donc qui est bien sûr issu d'une très forte réflexion et d'un très fort travail réalisé par l'ASPIM à destination des SCPI et des fonds immobiliers. Néanmoins, on a pu voir cette prise de conscience générale sur la manière dont on consomme et la manière dont on épargne.
Donc ça, c'était un premier point positif parce que les acteurs institutionnels avec qui on s'adresse, à qui on discute, avec qui on travaille, ont été de encore plus réceptifs par rapport à notre proposition de valeur. La deuxième chose, ça a été que, in fine, être confiné chez soi a mis en lumière ces inégalités liées au logement qu'ont les gens, mais également a montré que c'est un besoin important de sécurité qui n'est pas forcément, également réparti au sein de la population. Lorsqu'on oblige tout le monde à être confiné chez soi, il faut évidemment avoir un chez soi. Et lorsqu'on est d'autant plus un investisseur institutionnel et qu'on est plus fortement positionné sur des classes d'actifs qui ont été impactées par le Covid, notamment du coup les commerces, comme a fait mention Antoine, mais aussi d'autres classes d'actifs, par exemple l'hôtellerie, eh bien, l'immobilier résidentiel a récupéré une forme de comme ça s'appelle de qualité et d'attractivité qui a été en fait un point extrêmement positif pour Clé, parce que in fine, nous sommes une passerelle, un pont qui permet à des gros acteurs de pouvoir, avec des gros tickets, de pouvoir se positionner sur l'immobilier résidentiel très facilement. Du coup, ça a des points extrêmement positifs pour Clé. Après, pour compléter sur la question concernant les perspectives sur le marché immobilier, nous pensons chez Clé qu'il va y avoir une forme de retour à la normale concernant les transactions immobilières sur le marché résidentiel, pour la simple bonne raison que, évidemment, le télétravail va plus se démocratiser. Néanmoins, un logement et le fait de vouloir habiter dans une ville par rapport à une autre, afin de bénéficier peut-être de plus d'espace, etc., n'est pas fondamentalement lié que par rapport au travail, finalement. Il y a aussi une notion de lifestyle, une qualité de vie, les écoles, les infrastructures qui rentrent en ligne de compte, le fait d'avoir sa famille qui est accessible, ses amis. En gros, tout cela ne va pas changer du jour au lendemain par le confinement. Peut-être qu'il y aura, et je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont, des ménages notamment, qui vont aller se positionner sur des logements peut-être, on va prendre le cas de l'agglomération parisienne, de la région parisienne, en seconde couronne, pouvoir bénéficier peut-être d'un balcon, d'une terrasse, peut-être d'un jardin, mais il y aura toujours cette volonté-là de rester près de ces lieux en fait d'attractivité, pas forcément que liés à l'emploi, mais liés aussi à la qualité de vie. Et il va y avoir aussi un retour en grâce aussi de l'investissement locatif, enfin, du coup, l'acquisition de logements à but pour avoir une résidence secondaire, afin de pouvoir aussi souffler et pouvoir bénéficier de plus d'espace en région ou dans d'autres villes. L'impact qu'il va y avoir surtout, il va être sur l'offre la demande plutôt de crédit pour pouvoir faire de l'acquisition immobilière. Et là encore, c'est un point qui est important pour Clé et très utile pour Clé. Le durcissement qu'il va y avoir sur une nouvelle forme de prime de risque qui va être calculée pour pouvoir donner un prêt à un ménage, va faire en sorte qu'il va y avoir une forme de durcissement sur l'accès au crédit et donc un impact sur la demande. Mais l'impact sur l'offre va aussi se structurer par rapport à cela. Il n'y a pas forcément de symétrie ou d'asymétrie par rapport à cela. L'offre aussi va venir changer. Les offres de location longue durée qui vont venir aussi se déployer. Il y a beaucoup de gens qui étaient positionnés avec des logements pour faire de l'investissement, de la location saisonnière sous forme d'Airbnb, qui ont rebasculé sur du long terme. Du coup, en augmentant l'offre de location également, on peut offrir un accès en fait au logement beaucoup plus important et donc aussi réussir à réguler l'offre par rapport à la demande. Et dans le cas de Clé, notre offre en fait d'accession alternative ça va être un point positif pour notre solution, afin de fournir à tous un moyen d'accéder au logement et également d'accéder à la propriété par le biais du micro-immobilier. Merci Nabil Mama, fondateur des Clés, et Emric Pénicaud, et CEO Préaccueil. Si tu pouvais nous présenter très rapidement la solution de scoring Préaccueil et ensuite nous dire comment Préaccueil peut faciliter le financement des projets immobiliers des particuliers et des professionnels, et quels sont les bénéfices des beaux services dans ces contextes actuels. Ok, merci en tout cas à Finance Innovation déjà pour cette invitation à ce webinaire.
Donc, moi, je suis courtier en crédit depuis 18 ans, c'est-à-dire que je mets en relation des clients particuliers qui ont besoin d'acheter une maison avec une banque pour qu'elle leur fasse le crédit en espérant le moins cher possible. Donc, à l'issue de toutes ces quantités de clients qui nous ont fait confiance, les milliards d'euros de crédit qu'on a pu négocier, il y avait une question sous-jacente qui revenait souvent à la fin de l'entretien qui était « Mais Monsieur Pénicaud, vous pensez que j'ai combien de chances d'avoir mon prêt ?» Donc, on s'est dit « Mais c'est pas possible, il faut qu'on essaye de modéliser quelque chose pour arriver à pouvoir proposer une réponse la plus rapide et la plus simple possible. » Donc, on a réuni avec 2 autres confrères près de 50 000 dossiers de crédit. Une partie de ces dossiers n'ont pas été faits pour des critères bancaires, des problèmes d'endettement, des problèmes de reste à vivre, des problèmes d'impayés sur des prêts, des anomalies sur les comptes. Et puis, fort heureusement, une grande partie de ces dossiers ont abouti. Ça nous a permis, en modélisant ces 50 000 dossiers, d'arriver à créer des règles avec du machine learning pour sortir une intelligence artificielle. Et donc, Préaccord est un outil de scoring assez innovant, puisque c'est pas un scoring par points, c'est vraiment une intelligence artificielle qui est interrogée en temps réel. Donc, il y a un questionnaire court, il y a près de 300 points de score qui sont analysés sur un dossier. Il y a un questionnaire court qui vous demande votre âge pour déterminer la date à la fin l'âge à la fin du prêt, votre épargne, combien vous allez mettre d'épargne dans le projet, combien il va vous rester d'épargne après opération, etc. Et donc, en cliquant dessus, ça nous donne une note de score qui va de 1% à 100%. Voilà. Donc, évidemment, quand vous avez 82% de chance, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Bien sûr que de 80 à 100%, c'est quand même très bien parti. De 60 à 80, il y a quelques points à voir, mais il faut aller peut-être revoir avec l'aide d'un courtier. De 40 à 60, soit le projet n'est pas tout à fait mûr, soit il manque quand même des gros points. Et puis en dessous de 40, vraiment, il faut plutôt faire du nursing et commencer à accompagner les gens sur un peu plus de long terme pour les aider à accéder à la propriété. Donc, cet outil de scoring, on a bien compris, c'est que c'est 3 minutes. Alors, quand on veut interroger une banque pour demander à une banque si elle est d'accord pour faire un crédit, c'est 3 semaines, 1 mois. Surtout en ce moment, les délais s'allongent. Et souvent, les gens ont besoin de se positionner vite, de se rassurer. Alors, je ne dis pas, ça ne vaut pas un accord de principe. En revanche, voilà, c'est le travail d'un courtier installé depuis 18 ans et un travail qui est reconnu aussi par des professionnels de courtage puisque déjà, c'est reconnu par Finance Innovation puisqu'on est labellisé chez vous, mais c'est aussi reconnu par des professionnels de courtage puisque cet outil de scoring, il est installé sur 2 importants logiciels métiers de courtier en crédit. Ce qui leur permet à leurs équipes de voir, avant de présenter un dossier, quel est le pourcentage de chance pour leurs clients d'obtenir un crédit. Les banquiers aujourd'hui ont un peu plus de défiance pour le métier du courtage, mais et nous demandent d'avoir des taux de concrétisation sur nos dossiers importants. Et bien, dans ce cas-là, l'avantage, c'est que nous sommes capables de dire, voilà, les dossiers, la qualité des dossiers que nous envoyons. Donc, qui peut avoir accès à Préaccord? Il y a un site internet que nous avons mis en place qui est preaccord.fr, preacor.fr, qui permet à n'importe quel particulier d'aller scorer ses chances de prêt, qui lui permet en s'identifiant d'avoir une attestation de score qu'il peut remettre à un vendeur et faire la différence dans cet achat immobilier. Et puis, on a aussi tous les professionnels de l'immobilier qui, avant de faire signer un compromis de vente, de s'engager sur un délai et de perdre potentiellement des accords plus solvables, peuvent aussi aller chercher à se rassurer et à aller connaître tout de suite les chances pour leurs clients d'obtenir le financement. Voilà. Donc, on retrouve les agents immobiliers, les promoteurs, les notaires. Il y a un certain nombre d'acteurs de la chaîne immobilière qui est intéressé par utiliser cet outil. Et puis, il y a également les sites, je dirais, à forte audience qui proposent des questionnaires, des formulaires pour mettre en relation avec, pourquoi pas, des courtiers ou des banquiers
eux aussi pourraient apporter un petit peu plus de réponses à leurs internautes en proposant le module préaccord qui est sous forme d'API pour pouvoir le mettre à la suite de leur questionnaire pour raffiner ce contact. Voilà. Donc, il y a 3 grandes familles, hein, les sites grand public, les professionnels de l'immobilier, et puis le grand public qui a accès aussi avec préaccord. Est-ce que tu as d'autres, José, peut-être des questions que tu voulais me dire, c'est ça, sur Oui, tout à fait, Emric. Et dans ces contextes, et pour quelles raisons la crise sanitaire a eu un impact sur les conditions des crédits immobiliers et comment votre business s'est comporté pendant ces derniers mois? Alors, la crise sanitaire, je dirais, elle a été le couronnement d'une période un petit peu plus difficile qui a démarré pour les courtiers en septembre 2019 avec, pour beaucoup d'acteurs bancaires, une remise en question de leur relation avec nous. En clair, les banquiers voulaient reprendre un petit peu la main sur le marché du crédit directement auprès des agences, de leurs agences bancaires. Ils se sont un peu revenus dessus puisque aujourd'hui, les courtiers sont clairement installés dans la distribution bancaire. Et puis, il y a eu en fin d'année des critères qui ont été mis en place par le Haut Comité consultatif du secteur financier, dont le président est Bruno Le Maire, qui a demandé à ce qu'on apporte des garde-fous un peu plus importants dans la délivrance d'un crédit. C'est-à-dire qu'on ne souhaite plus de prêts au-delà de 25 ans, qu'on ne souhaite plus de prêts sans apport, les fameux prêts à 110%, et qu'il faut respecter de manière stricto sensu les 33% d'endettement. Beaucoup de banques ont appliqué à la lettre ces simples recommandations et elles ont de facto écarté du marché du crédit près de 20% des emprunteurs. Et ça a été vraiment un gros frein parce qu'on fait suite à une année 2009 qui a été exceptionnelle sur les transactions immobilières. Il y a eu plus d'1 million de transactions immobilières. Et donc, ils ont peur d'un emballement de la machine. Après, nous, le marché du crédit, aujourd'hui, on le trouve quand même redevenu assez dynamique, mais le coronavirus, la crise du Covid, a quand même été un frein très brutal avec une baisse de 70% des demandes de crédit sur une période qui va du 15 mars au 15 mai. Mais après, il y a eu un rebond assez spectaculaire sur mai, sur juin, sur juillet, avec effectivement beaucoup de gens qui se sont remis en cause et qui ont dit mais moi je veux changer de maison, je veux vivre différemment, je veux aller vivre à la campagne, etc. Donc il y a une mutation de population qui est en train de se préparer, peut-être au profit des villes moyennes. Il y a un certain nombre de mutations de population qui vont entraîner des mutations immobilières et qui vont entraîner de la souscription de crédit. Donc, on n'est pas inquiet sur le long terme. Il y a eu ce trou d'air, il y a eu une reprise. Je crois que ça s'est observé dans beaucoup de secteurs d'activité. Évidemment, les gens ne peuvent plus aller au restaurant ni dans les bars, donc ils restent chez eux. Il faut que la maison soit le plus agréable possible. Peut-être qu'effectivement, avec le développement du télétravail, en tout cas, les gens veulent prévoir la prochaine crise sanitaire. Ils se disent, il ne faut pas que mon logement qui était petit, on soit de nouveau confiné dedans. On va essayer d'aller chercher quelque chose de plus grand, peut-être un peu plus loin des villes. Voilà. C'est un peu un phénomène qu'on observe chez les gens qui viennent nous consulter pour des crédits immobiliers. Donc, un trou d'air, une reprise. Peut-être qu'effectivement, la crise économique, si elle arrive, des experts ne sont pas tous d'accord, mais enfin, il y en a quand même beaucoup qui disent que les temps vont être un peu plus durs prochainement avec une hausse du chômage. Tous les gens qui sont au chômage, effectivement, ne seront pas avec une volonté d'acheter une maison, parce qu'ils ne pourront pas le faire, en tout cas à crédit. Donc, on estime que voilà, cette crise a quand même eu un impact non négligeable sur l'activité du marché immobilier, mais je pense que les conséquences sont plutôt aussi un peu à long terme. Bon, l'avantage de nos activités, c'est qu'on n'est pas sur de l'achat immédiat. Les gens ont peut-être différé un projet, ils ont modifié leur projet, mais s'ils avaient un projet d'aménagement, de construction ou d'achat de leur résidence principale,
ils n'ont pas forcément complètement annulé. Hein, alors que quand vous allez au restaurant, si c'est pas fait tout de suite, eh ben, ça ne sera pas fait. On ne pourra pas rattraper ce qui n'a pas été fait. Voilà. Donc, on a un peu cette chance dans nos activités d'avoir un peu plus de latence sur nos activités. Et, même si tu l'as répondu en partie, quelles sont pour vous ces perspectives du marché des taux de crédit immobilier et comment on voit l'investissement et particulièrement l'investissement locatif dans les prochains mois? Est-ce que Ashley Manson et l'association Préaccord pourraient nous donner des pistes? Comment tu vois la situation dans les prochains mois? Alors, sur l'activité taux de crédit, les taux de crédit aujourd'hui, ils sont quand même plutôt bas. Ils sont même à des niveaux extrêmement bas. Je veux dire, on va être en dessous de 1% sur 15 ans, on va être autour de 1 sur 20 ans, et puis entre 1,20 et 1,40 sur 25 ans. Donc, c'est quand même des conditions de taux qui sont assez exceptionnelles. Sur 25 ans, un prêt immobilier, ça vous coûte 20% d'intérêt. Moi, j'ai commencé ma carrière, ça coûtait 90% d'intérêt. Vous payez 2 fois le montant du bien en intérêt. Bon. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une politique de taux très bas. Cependant, le souci que nous avons, c'est ces critères du HCSF et qui impactent notamment énormément le locatif. Parce qu'à partir du moment où vous faites un prêt pour de l'immobilier locatif, parfois vous avez déjà un prêt ou un loyer pour votre logement. Donc on additionne les revenus du salaire plus les revenus fonciers futurs de la location pondérés à 70%, et en face, on a le loyer plus le crédit, ou le crédit de la résidence principale plus le crédit secondaire du locatif. Donc dans ce cas-là, on peut se retrouver très facilement au-delà de 33%. Donc ça, c'est aujourd'hui un vrai frein qui est fait par ces recommandations du HCSF, et réinterrogé récemment, ils n'ont pas vraiment levé ces conditions. Donc là, la perspective pour le marché locatif, elles sont pas très bonnes. En revanche, les gens, et effectivement, mes confrères qui en parlaient avant, que ce soit sur de la SCPI ou sur l'immobilier avec la solution de la ville, c'est aussi la possibilité de placer de l'argent dans l'immobilier plutôt que sur les marchés financiers. Donc, on peut aussi assister à un retour d'un intérêt fort pour l'immobilier locatif, sous quelque nature que ce soit, on parlait de la SCPI ou autre. Donc, voilà, il y a des côtés qui se profilent, et puis il y a des restrictions sur le marché du crédit. Et évidemment, un courtier comme nous, avec la solution Préaccord, on peut permettre aux gens d'anticiper en disant c'est pas le bon moment, ou il faut que vous fassiez ceci dans tel ordre, de façon à améliorer considérablement le dossier. C'est là qu'on est fort, c'est qu'on offre à la fois du digital avec la solution du Préaccord et du physique avec notre réseau de maillage d'agences Ashler & Manson sur la France. Et merci Emeric Pénicaud, PDG de Ashler & Manson et qui a développé la solution des Préaccord. Et je vous profite aussi pour vous demander à tous les trois un dernier mot et pour le futur et l'importance que nous devons donner à cette digitalisation des produits de l'épargne et comment on devrait les promouvoir encore plus parce que ce sont des outils qui permettent d'accéder surtout à des personnes qui n'ont pas accès à certains types d'épargne, de pouvoir le faire. Et je vais commencer par toi, Emeric. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Écoute, merci pour l'invitation. Je pense que la digitalisation va nous aider pour rendre nos services plus accessibles aux particuliers. Mais il y a un volet compliance conformité qui est en train de se développer, qui est assez fort, assez lourd. Et le digital va aussi nous permettre d'apporter plus facilement et de manière plus ludique notre réponse,
nous permet de remplir plus facilement notre obligation en matière de compliance. Donc, je pense que ça, c'est aussi un élément fort pour nous dans la digitalisation, c'est l'aide à la compliance. Voilà. C'est ça mon analyse. Un dernier commentaire. Oui, j'ai un dernier commentaire. Le premier commentaire, c'est déjà, premièrement, à l'audience qui est ici, n'hésitez pas à nous contacter tous les trois si vous avez des questions pour en savoir plus sur la digitalisation des produits d'épargne et des outils qu'on développe. La seconde chose, c'est peut-être un petit peu provoque ce que je veux dire, mais la digitalisation, en fait, elle devait avoir lieu hier. Aujourd'hui, il est important de penser même au-delà de ça. Le monde évolue extrêmement vite. L'épargne, le patrimoine sont des éléments donc on est tous les trois focalisés sur l'immobilier, qui évoluent très très lentement, mais d'autres pays, d'autres industries, d'autres acteurs avancent très vite et il nous faut avancer d'un pas un peu plus soutenu pour développer notre manière de digitaliser et les accès en fait à ces services-là, afin de les démocratiser aussi au plus grand nombre. C'est le second commentaire que j'aimerais apporter. Le patrimoine, l'épargne n'est pas dédié et l'investissement n'est pas dédié à une seule catégorie de population qui ont les moyens de le faire. Il faut trouver des méthodes, des moyens pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes solutions. Cette démocratisation, cette manière aussi de faire une finance aussi un petit peu plus décentralisée, c'est un petit peu les promesses du DFI, sont des perspectives sur lesquelles il faut garder un œil, parce que ces évolutions vont très très vite. Et en tant que professionnel de l'investissement, de l'épargne, il est important de garder ce cap-là, parce qu'il y a beaucoup de promesses de croissance qu'on pourra tirer par ce biais-là, en allant chercher de nouveaux marchés, en allant chercher de nouveaux profils, mais également, et toujours, en prenant en compte les externalités que l'on a de nos actions et de nos investissements, parce qu'en fait, tout ce que l'on propose ne pourra pas subsister et survivre si nous n'avons plus de société pour le mettre en place. Société à proprement parler, c'est-à-dire d'humains, de familles, de ménages, de moyens de continuer une croissance, certes, une croissance soutenable, pensée de manière globale. Donc, voici mes commentaires là-dessus. Antoine, un dernier mot. Mais je rejoins l'analyse qui est faite par Nabil. La finance ne doit pas être épargnée, entre guillemets, par la digitalisation et par ce nouveau mode de consommation. Les banques en ligne sont arrivées très très rapidement. Le monde de l'épargne est arrivé un petit peu plus tard. Et donc, c'est à nous de rendre encore plus accessibles ces produits. Et une fois de plus, j'insiste sur la démocratisation qui doit passer par tous les niveaux. L'accessibilité par le prix, rendre les produits intelligibles, les rendre accessibles à tous. Et ça passe par des nouveaux produits, par une nouvelle manière de s'adresser aux clients et aux prospects. Et rendre intelligibles ces produits-là et les faire rentrer dans un mode de consommation, je dirais, classique. Il faut vraiment faire comprendre au plus grand nombre que l'épargne est un bien fondé pour une consommation future. On ne va peut-être pas en jouir de manière immédiate, mais c'est bien pour le futur, pour nous, pour nos enfants, etc. Et ça, c'est un rôle d'éducation qui doit être fait par l'ensemble des acteurs et faire comprendre au plus grand nombre que ces produits sont accessibles et sont disponibles pour tous et pas réservés uniquement à une tranche de la population qui est perçue comme fortunée ou mieux-disante par rapport à ces produits-là. Et sur ces mots, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci à toi, José. Trouvez le webinaire, le replay sur la chaîne Pôle Finance Innovation à partir de demain, ou en cliquant encore une fois sur les liens d'inscription pour ces webinaires aujourd'hui. Merci encore
vous tous, Emric, Antoine et Nabil. Et un bon après-midi. Merci à toi. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, Au à revoir. bientôt. Au revoir.